animateur et réalisateur de Killer on Toulouse, émission de radio métal qui a lieu tous les lundis soirs de 20h à 23h en région parisienne sur le 96.2 et n'importe où ailleurs sur internet. Émission qui a été créée en 1980 par Eric qui est présent là-bas. Et je suis accompagné de Marcus. Salut Marcus. Ça va, tranquille là. Oui, ça va et toi? Ça roupille un peu dans la table ronde là. Ouais, on va réveiller tout ça. On a fait appel à des maîtres Yoda du métal. Là. On va discuter un petit peu. Carrément, on va voir ça, Alors Marcus, moi je vais te présenter. J'ai fait des recherches approfondies, intervieweur de renom. T'as interviewé qui? Scorpion, Massisteria, Gotthard, The Answer. Alors il paraît que t'as eu full access au Hellfest récemment et qu'on a profité pour piller toutes les loges. Ouais, carrément, il y a plein de trucs dans les loges, des capotes, il y a tout ce que tu veux. Donc tu vas m'aider un petit peu sur cette table ronde parce que toi aussi t'as du pédigré. Donc on va creuser un petit peu. Allez, moi je vous propose de nos invités de se présenter aussi. Puis il y a ceux qui nous écoutent, qui sont de loin, de se rapprocher un petit peu. Il y a de la place tout autour, là, venez un peu, vous allez apprendre des trucs. Allez, on va commencer avec toi Eric. Salut, moi donc c'est Eric. Donc j'ai créé la fameuse émission qui est dans mon dos, qui est en Toulouse, dans les années 80. Et l'émission qui existe toujours, donc une des plus anciennes, voire la plus ancienne du paysage audiovisuel métallique. Et donc depuis l'émission est reprise par des jeunes, on se met place aux jeunes, on est trop vieux pour ces conneries. Et depuis j'interviens par le biais de chroniques régulières que j'envoie et il la passe, il la trouve très bonne. Les chroniques sur l'histoire du métal justement. Ouais, vu que la mémoire est un peu plus compliquée à garder, on essaye quand même d'apprendre l'histoire aux petits jeunes. Très bien. Gilles, oui. Toi, t'es déjà intervenu tout à l'heure, mais on va te présenter à nouveau quand même. Damage Done Production. Voilà, tout à fait. Donc, je fais partie de la sauce Damage Done Prod. Je m'occupe de la programmation de groupe. Et puis je fais aussi quelques petites aides parallèles pour mes amis. Genre Ludo, par exemple. Très bien. Et tu es un ancien musicien aussi, Et je suis un ancien musicien, enfin je suis toujours musicien, mais je faisais partie du groupe Insane j'ai joué avec eux pendant 17 ans. Et j'ai joué d'ailleurs ici, dans la salle d'à côté, 2 ou 3 fois. Ouais. Très bien. Mas, à toi. Alors moi, je fais partie de Killer on Toulouse, je suis le sidekick d'Eric. Donc on fait les concerts ensemble, on fait les chroniques ensemble. Un sidekick. Le nègre. Le nègre. Le Robin. Le Robin, voilà. Et voilà, donc comme je suis un vieux métalleux, et que j'ai connu les cassettes audio et des choses comme ça, donc on parle d'histoire du métal, voilà, toutes les semaines, un petit peu dans la radio et puis sur le site. Voilà. T'as oublié un mec avec la moustache à côté de moi. Ah oui, il y a Ludo. Ouais, je crois que c'est lui. Est-ce qu'on peut passer un micro à Ludo? Il a le droit, lui. Vas-y Ludo, n'aie pas peur. Alors moi c'est Ludo, c'est moi l'organisateur du LUI, puis tiens, j'en profite, je remercie tout le monde C'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. d'avoir accepté notre invitation. Et puis un petit merci particulier à Fabrice pour nous avoir fait l'affiche et le logo du LUI. Ouais, bravo mec. Merci à toi pour cette initiative. Pour sur métal, c'est, je pense, des événements qui méritent d'être mis en avant. Le métal, maintenant, ça a plus de 40 ans, c'est un style de musique qui commence à toucher un peu la maturité et c'est important d'en parler. Alors, bon, moi l'histoire métal, voilà, si vous êtes là, c'est vous qui en parlez. Moi, je vous propose de partir du principe que bon, le métal, ça a démarré début des 70s. Arrivée de Black Sabbath, c'est un peu là-dessus que tout le monde s'accorde, même si voilà, il y a beaucoup de discussions. Donc le métal a un peu plus de 45 ans maintenant, grosso modo, bientôt la cinquantaine. Alors, pour vous, comment est-ce que tout a démarré en France? Comment est-ce que ça s'est lancé? Puisque le métal, c'était de la musique qui est venue un peu de l'étranger. Comment est-ce que les balbutiements en France, comment ça s'est passé? La vache. Écoute, comment c'est venu en France? J'en sais trop rien, mais nous, en tant qu'animateur de radio, on a tous commencé avec, c'est bon, je tiens. On a commencé avec M. Zégut, tonton Zégut, qui nous a animé nos nuits. On écoutait ça sur des petites radios en mono. Le stéréo n'existait pas, enfin pour ça. Dans nos lits. Marcus, je pense que toi aussi t'as écouté. Carrément, c'était Bongo, Tango, tout ça, les trucs, ça rigolait pas. C'était la première émission vraiment métal. Avant, il y avait des émissions plutôt rock sur les grosses radios européennes. Attends, il va nous dire qu'il est né dans les années 60 bientôt. C'était les 60s là après. Mais au niveau télévision, il n'y a pas grand chose, pas grand chose.
Donc on a commencé vraiment avec lui, hein, c'est lui qui a lancé beaucoup. Après il y avait un peu de politique. La gauche, en arrivant en 81 au pouvoir, a mis en place les radios libres, qu'il n'y avait pas avant. Avant c'était des radios qui étaient périphériques, hein, qui émettaient de l'étranger car ils n'avaient pas le droit. C'était l'État qui les manœuvrait, quoi. Donc la gauche a mis en place les radios libres, et du coup qui a rendu aux aidés et plein d'autres émissions, et on a pu écouter du métal comme ça, quoi. Ok, très bien. Gilles. Alors moi j'avais la chance justement, parce que moi j'habite du côté de Thionville, donc pas loin de la frontière allemande, et là-bas c'était déjà un peu plus la Légion, on va dire, en termes de métal. Bon, moi j'ai 42, bientôt 43 ans. J'ai commencé en fait parce que tous ceux qui traînaient avec mon grand frère en fait qui a 3 ans de plus écoutaient eux du hard rock, pas du métal, on parlait pas de métal à l'époque. Et voilà, en fait on avait un disquaire qui était un peu tout fou chez nous et qui lui arrivait à s'approvisionner de beaux spécimens et raretés en fait qui venaient de l'Allemagne. Et les découvertes se faisaient, comme disait notre ami, par radio. Voilà, c'était Tonton Zégut qui balançait de 11h à midnight de temps en temps en exclusivité un album. On savait pas d'où vous allez le chercher, mais alors là c'était le truc, c'était l'événement phare. On n'arrivait même pas à l'enregistrer, hein, c'était le truc, celui qui arrivait à l'enregistrer c'était royal. Et voilà, on était tous là, on écoutait, ça y est, enfin l'album est sorti, ça c'était génial. Si, il y en a, ils enregistraient sur cassette, ils repassaient ça dans leur émission. Suivez mon regard, voilà qui leur the blues. Elles étaient bipées, Tu te rends compte, c'est des cassettes bipées, le mec. Et je me souvenais qu'après, en fait, d'ailleurs, il y en a qui arrivaient à les enregistrer, mais c'était, on passait la radio, on avait l'enregistreur cassette complètement pourri où il fallait tenir le bouton enregistrement pendant toute l'émission, surtout pas le lâcher, sinon il y avait 4 copains qui le lâchaient derrière. Et après, pour l'écouter, c'était la même chose. Voilà, et c'était des cassettes, c'était horrible. Trafic de cassettes après. Quoi. Et après, trafic de cassettes, voilà, exactement. Copie de copie, etc. Voilà. etc. Et après, l'accident de la sortie de la bande, etc. Alors là, c'était l'horreur. Et pour toi, Mas? Ouais, c'était une période, j'ai bientôt 44 ans, c'était une période assez difficile parce que aujourd'hui, les moins de 25 ans ne se doutent pas à quel point, à l'époque, c'était difficile de trouver du hard. Et puis, la première fois que j'ai montré Enfer Magazine à ma mère, elle a brûlé, le magazine, et puis elle a appelé le curé. Ah, je voulais aller voir Trust. Et puis, voilà, c'était... Et la musique était un événement. Aujourd'hui, on a des chaînes YouTube, en 2 minutes on parle d'un groupe et puis tu sais tout sur le groupe. Wikipédia et la totale, je veux dire, les sites, Facebook. Mais à l'époque, c'était, t'avais un copain qui allait en Angleterre l'été ou qui allait faire, et il revenait avec des cassettes et la cassette on l'a copiée. J'ai passé, je me souviens, le premier Skid Row, pour ceux qui se souviennent, en 89. Je l'ai passé la cassette en 89, je l'ai revue en 90 quoi. Elle avait fait le tour du collège et il y a un mec qui me l'a rapporté. Je crois que c'est ta cassette. Il me dit, ça faisait 6 mois. Je l'avais pas écouté en fait. Voilà, des choses comme ça. C'était assez folklorique et c'était assez, en fait, c'était galvanisant parce qu'on achetait le magazine. Comme Eric pourrait le dire aussi. Il y avait 8 à 10 chroniques par mois. On avait rencontré le rédac chef de Metallian qui nous disait que par mois, lui aujourd'hui, il recevait 300 chroniques. Il en faisait 100 dans le magazine et il se faisait encore insulter parce qu'il avait pas fait la chronique À l'époque, c'était 8 ou 10 et on était à 4 ou 5 copains, on s'achetait les vinyles ou les cassettes, quoi, je veux dire. Et on les avait tous, on avait tout ce qui se faisait, donc on écoutait beaucoup. Et certains albums même qui sont surévalués aujourd'hui, puisque on avait 8 ou 10 par mois et... Donc il y a des grands albums que tout le monde a écoutés qui sont finalement un peu moyens, je veux dire. Oui, avec le recul qui n'était pas nécessairement super albums, mais il y en avait tellement peu que... Voilà, aujourd'hui, il y a des albums qui se vendent pas et qui sont fantastiques. Et, voilà. Alors, on va pas parler on va lâcher le mot, c'est peut-être un âge d'or, je sais pas. C'était mon adolescence, du coup, je sais pas. C'est peut-être un âge d'or où on allait chercher. Il fallait être demandeur et il fallait oser. Il fallait trouver des t-shirts aussi. Il fallait trouver des t-shirts noirs. On va dire à ta mère que tu veux te laisser pousser les cheveux. Et t'avais la veste? T'avais la veste à patch? Ah, j'avais la veste à patch. Vas-y, déballe les patchs. T'avais quoi dans le dos? Metallica, forcément. Metallica, Maiden, ouais. C'était les grands classiques. Pas Motley Crue, je suis désolé. Ouais, j'ai eu un lamé, j'ai eu un fut lamé, mais pas rose et j'avais pas de porte-jartel. Et ouais, j'étais plus Metallica. Voilà. Moi, j'avais un Twisted Sister et je me disais, c'est vrai qu'à l'époque là, on avait tous nos vestes à patch, etc. Et c'était la grande guerre, surtout. Enfin, moi, c'était du côté de Thionville où le côté punk était très très développé et nous, on arrivait avec notre hard rock et c'était la guerre. Quoi. Là, c'était vraiment la guerre et donc du coup, celui qui mettait le patch, je dis putain, mais t'es
malade. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, tu vas aller affronter. Mais je vais pas affronter. Je veux dire, je suis fan de hard rock ou de métal. Il n'y a pas de confrontation à avoir, quoi. Mais ça se faisait quand même. Marcus, tu as connu l'Indien à Paris? Carrément, l'Indien, ouais, carrément. Magasin Opus. Il y avait les ceintures avec les balles, il y avait les bracelets à clous, il y avait les t-shirts, sweatshirts. Les beaux pantalons rayés. Noir et blanc, j'aime bien noir et blanc. Si, il a rétréci au lavage. Je te jure. Alors justement, la perception du grand public à l'époque pour les métalleux, pour les ceux qui sortaient avec la Snapatch, avec les cheveux longs, etc., tout début des années 80, c'était quoi? Comment est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était pas plus qu'aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré? C'est vrai, comme dit Gilles, il y avait aussi à côté, il y avait les punks, les skins, c'est un peu l'époque, un peu la guerre. Donc chacun avait son look. On avait le nôtre, c'était perfecto, pourtant oreiller, donc c'était forcément visible dans la rue. Après, moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, personnellement. Côté, on m'a jamais insulté, sauf les punks. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus, c'était moins. Sauf les punks quand même. Oui, j'ai des souvenirs de concerts à Paris où les punks étaient dehors pour nous attendre quoi. Je sais pas pourquoi, les skins ça allait, mais les punks ils étaient du mal avec les métalleux. Mais non, moi j'ai jamais eu de problème, moi, ni au niveau des cheveux, c'était plutôt dans les familles, le plus compliqué. Et dès qu'on sortait entre copains, bon voilà, il n'y a pas de problème. Enfin sur Paris, moi j'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette réputation. Et près de Thionville, c'était plus difficile? Ouais, toujours difficile. Après, c'était des looks déjà à part, décalés. C'était pas. Les gens voulaient mettre en avant un petit peu le côté de la musique, un peu agressif en termes d'image, toujours pareil. Et donc la première image qu'on apporte, les gens ils disent oh là, c'est quoi ces gens là? Déjà c'est des jeunes, des voyous, et cheveux longs, ça se trouve ils se droguent, et hop, ils boivent, comme ça, c'est vrai. Mais voilà, c'était vraiment une image assez négative au départ. Mais après, ça s'est vraiment plus généralisé, d'ailleurs sur Thionville en tout cas, où vraiment là on parlait d'hard rock, je veux dire c'était pas violent non plus, mais ça s'est vraiment très généralisé parce qu'il y avait quand même beaucoup de lycées sur Thionville, donc beaucoup de jeunes, et ça s'est vraiment développé. Et après en fait c'était vraiment la mode quasiment pour tout le monde, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Alors, justement tout au long de ces décennies qui sont passées, quels sont selon vous les grands bouleversements qui ont lieu dans le métal, les choses qui en l'espace de quelques années ont tout changé dans le milieu? Alors, il y a eu, je pense qu'on parle des années 80, on parle de Motley Crue, Poison, Kiss. Il y a eu une espèce d'âge d'or du glam. Vous savez, on n'appelait pas ça du glam. Et est arrivé Nirvana. Je veux dire, arrivé Nirvana qui a tout cassé. Chemise à carreaux. Et du coup, les jeunes se sont désintéressés parce que Guns N' Roses faisait pas rêver le gosse de Seattle ou le gosse de Sarcelles, ou voilà. Et du coup, tu avais un mec qui arrivait qui disait voilà, moi j'en peux plus, je suis habillé comme vous, tu vois. Le grunge a vraiment changé, a vraiment, je pense, détruit un certain art des années 80. Ça a été très difficile pour les grands groupes, pour Maiden, moins pour Metallica parce que c'était vraiment des groupes implantés. C'est un grand groupe implanté, mais je crois que le Nirvana avec Pearl Jam, avec Soundgarden, le début des années 90, la vague du grunge, et je précise, c'était des très très bons groupes qui ont été suivis. Donc la vague Sub Pop de Seattle a tué vraiment le glam et a tué le futal rose et le perfecto rouge. Oui, c'est vrai que c'est. Parce que je tiens à préciser qu'Eric avait un perfecto rouge. Les Santiago blanches. Les Santiago blanches, voilà. Ça a osé le look, Et du coup, ça a été un vrai changement. Alors, on s'y est retrouvé. Il y a eu Rage Against the Machine en 92. Il y a eu ce truc-là qui a fait que le métal a changé. La fusion de la toute fin des années 90 ensuite. Tout comme les Sex Pistols, les Dames et Lucas Subs, à la fin des années 70, ont cassé cette espèce de rock prog, Asia, Yes, tout ça. Je crois que c'est tous les 10 ans. Je sais pas, peut-être une bêtise, quoi. Voilà, ça a changé. Les débuts des années 90 a changé et il y avait moins de chevelus, il y avait plus de gens dans les concerts. On voyait des gens qui avaient les cheveux courts, des concerts de métal, des gens avec des cheveux courts, c'était bizarre, quoi. Ouais, donc nouvelle passerelle pour nouvelle porte qui s'ouvre pour aller vers le métal ou pas au final? Est-ce que ça a ouvert un peu les vannes? Déjà avant ça, déjà les années 80 ont été un peu un choc, parce qu'avant c'était le hard rock à la papa, quoi. Led Zeppelin, Deep Purple, voilà. Et arrivé aussi la New Wave of British Heavy Metal, Maiden,
qui a, eux, ils ont ramené les codes vestimentaires, quoi. Les pantalons, les moules burnes, les perfectos. Déjà, 80, c'était un choc, quoi. Après, comme il dit, tous les 10 ans, c'est à peu près ça, hein. Et puis maintenant, bah, forcément, il y a le choc culturel de Internet, hein, qui là nous a tous... Mais on y gagnant aussi, hein. Si on est la soirée, on y gagnant aussi. C'est qu'on n'est pas mort, c'est qu'on a survécu. Hein. Ouais, c'est à peu près tous les 10 ans, parce qu'on peut dire à la fin des années 90, c'était Slipknot, quoi. Je veux dire, quand Slipknot est arrivé, les trashers se sont dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et, voilà, mais finalement, aujourd'hui, personne ne dit que Slipknot est un mauvais groupe, quoi. Je veux dire, ils sont connus, des excellents albums. Un autre choc des cultures. Voilà, c'est un autre choc, voilà. Marcus, vous voulez dire un truc, non? Non, mais t'as invité que des vieux, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants qui ont un 40 piges. Moi j'ai moins de 40 piges. Ah, si. Et toi, c'était quoi ton grand bouleversement? C'est Internet ou c'était venu avant ou après? Alors, en ce qui me concerne, moi je suis arrivé, la vague no metal m'est tombée dessus tout de suite, et ce qui fait que peu de temps d'attraper les anciens codes du métal, mais c'est vrai que une période super tourmentée dans le métal, avec des gens courts, des gens cons, des groupes qui n'avaient rien à voir avec la vague fusion, qui étaient tous dans le même sac aussi, alors que non, il y avait des choses très bien qui sont arrivées fin des années 90, début 2000, qui n'avaient rien à voir, et donc aujourd'hui on parle, mais à l'époque c'était assimilé un peu à tout ça, genre Fear Factory, etc., c'est des concepts du néo-metal, ça n'a rien à voir, c'est un gros cyber-metal qui tâche, et voilà, premier gros bouleversement, et puis ensuite oui, Internet, ça a tout changé, ça c'est fait. Et Internet justement, l'arrivée d'Internet. Mais il n'a pas Internet, il n'a plus de forfait. En même temps, c'est venu quand même relativement doucement. Au début, on avait quelques connexions, pas beaucoup de débit, c'est venu tout doucement. On s'est adapté, ça n'a pas été un choc. Parce que moi, je me rappelle que quand on parlait de Slipknot s'est fait jeu. En France, ils sont fait jeter, hein, au fameux Fury Fest avant le Hellfest. Chose c'est vrai qu'ils voit plus ça maintenant. Ils ont reçu des bouteilles. Oui, parce que j'ai très mal passé. Ils mettaient du rap dans le métal, dans le hard, qui était inconcevable. Maintenant, justement, un groupe fait un truc, tout le monde s'en fout, quoi. À l'époque, il y avait vraiment pour et contre. Mais Internet, ça a été doucement, je trouve. Donc on a suivi tous le courant, le débit. Au début, on avait nos 2 heures. Moi, j'ai connu les 2 heures par mois. 56K. Ouais, 56K par mois. Donc la révolution est venue après. Par contre, on perd le papier, on perd les radios, on perd des choses comme ça. Mais remplacé par d'autres trucs. Hein. Et t'as connu les fan clubs où t'écrivais et t'avais... Les fan clubs, ouais. Il y en avait un à Paris qui était FHMA. FHMA par... comment il s'appelait je sais plus. Oui, c'est plus son nom, là. Il avait fait une association où il avait une carte de membre. Donc ça voulait dire aux fédérations françaises de Gilotol, FHMA, comme ça. Hein. Maintenant c'est assos, quoi. Moi j'étais au fan club Metallica, mon pote. Ah, ouais. Metal Militia, tu vois. Ah oui, il y a pour Internet, Et t'avais le droit à quoi avec ça? Bah t'avais un bout de papier puis un t-shirt. J'ai plus le t-shirt. Tu rentres tout le temps, tu l'as plus? Ah, je rentre tout le temps, je suis baraque. Alors le fan club de Metallica il existe toujours. Et il y a un nouveau merch exclusif réservé au club. Apparemment, c'est la Kiss Army, hein. Tu m'étonnes. Tu connais? Oui. Comme les fans de Stanley? T'avais la cassette? Ouais. Dynastie. Alors on a à peu près 4 générations de métalleux maintenant qui cohabitent, grosso modo, puisqu'on a toute une nouvelle vague là, de jeunes qui arrivent, 16 ans, 17 ans, qui sont dans la génération Z qui commence aussi à reporter les fausses. Ça change quelque chose dans la relation du public, etc. Est-ce que quand vous rentrez dans un concert d'aujourd'hui, même un concert de Maiden, etc., est-ce que le public est différent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette nouvelle génération, elle a changé quelque chose? Ouais, ce qui change surtout, c'est que du coup, c'est toi qui passes pour un vieux con. Ouais. En fait, maintenant, il s'assoit dans les concerts. Tu rentres dans la salle, c'est là au fond quand même. Ouais, merde. Non, mais après, voilà, ce qui change. Après, on a été dans cette position-là quand nous on était jeunes. Voilà, on était fiers de rentrer dans une salle de concert. Voilà, j'avais 16 ans, 17 ans. La première fois, moi, je suis allé voir un concert, j'avais 17 ans. C'était une galère infâme. J'étais à Sarrebruck, on avait pris un train, on avait loupé l'autre train pour rentrer, on a dormi avec les clodos dans la gare, etc. Enfin bref, voilà, c'est des trucs. Mais c'était phénoménal. Et il fallait être devant. Il fallait être devant, voilà, il fallait être devant. Et mais voilà, après, faut être derrière. mais c'est, pour nous, c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est un réel plaisir quoi, de voir que dans une salle, on va retrouver toutes les générations. Et même maintenant, moi, je vais emmener mes gamins, donc voilà, c'est une fierté. Moi, si j'arrive, alors mon gamin, le plus grand, il a 13 ans maintenant.
Donc là, maintenant, je vais l'emmener. Et je vais dire, j'aurais rêvé, moi, que mon père m'emmène à un concert de Maiden à 13 ans. Quoi. Donc voilà. Donc c'est ça que j'aimerais bien lui apporter. Pas que du métal, d'ailleurs. Hein. On parle de métal, mais c'est au moins lui ouvrir le champ sur dire, voilà ce que c'est qu'un vrai spectacle visuel. Quoi. Je veux dire, arrête de passer déjà ta vie sur YouTube, parce que maintenant, tous les jeunes, c'est du YouTube. Et voilà ce qui change. Quoi. Voilà, et du coup, vous êtes là... en général, ceux qui ont connu les premières heures du métal, finalement, ont découvert par eux-mêmes. Et vous, maintenant, vous êtes en capacité de transmettre à une nouvelle génération. Oui, tout à fait. Mais ce qui est difficile, c'est que maintenant, comme on le dit, c'est tout est ouvert. C'est-à-dire, sur le net, en fait, on a accès à tout. Et on regarde, on trouve de moins en moins d'identité musicale. Alors, c'est peut-être... à chaque fois que je dis ça, on me dit non, mais c'est pas bien d'avoir qu'une identité, ou voilà, qu'importe. Mais j'ai l'impression que les jeunes, en fait, ne s'identifient plus à... Voilà, soit un mouvement, un style et autres. Et un thrasher. Il y a peut-être trop, non, enfin même le métal de manière générale. Après, un jeune peut très bien écouter du métal et puis 3 mois après, en fait, il va écouter autre chose, etc. D'accord. C'est bien, c'est ouvert, mais quelque part, je ne sais pas, il y a un petit malaise par rapport à ça, quoi. D'accord. C'est quelque chose que tu partages, Mas ? Cette idée de peut-être la disparition du métalleux tel qu'on le connaît, quoi. Vu qu'on a accès à une culture immédiate, une fausse culture, une sous-culture, en 2 minutes on peut tout savoir, hein, qui a peint ce tableau, Wikipédia, qui chante un petit coup de Shazam, tu vois. Tout est facile aujourd'hui, du coup tu écoutes beaucoup plus de choses. À 14 ans, il y a 25 ans ou 30 ans, quand tu écoutais du métal, je veux dire, tu avais envie c'était cette provoque, c'était ce truc, c'était cette appartenance. Aujourd'hui, les gosses sont peut-être plus intelligents. Il y a 10 heures, tu as 35 millions de titres sur ton téléphone, en stéréo, superbe qualité, avec un petit historique, tout ça. Ça peut t'amener sur d'autres sites, sur les forums. Aujourd'hui, c'est très très facile. Du coup, tu peux passer, je connais un gosse qui a 15 ans, il écoute Slipknot et Booba. Voilà, aujourd'hui, ce qui était... Oh merde. Non mais c'est vrai, ce qui était impensable. Alors, il y avait Anthrax, bien sûr, on va pas dire qu'on était des sectaires, il y avait Anthrax et Public Enemy, je veux dire, il y a eu Rage Against the Machine, je veux dire, qui mixait tout ça, Slipknot aussi, Korn un petit peu, mais aujourd'hui, c'est plus facile d'un jour à l'autre de se découvrir, quoi. On peut, en un quart d'heure, on peut faire le 20 ans de métal. Maître Gims, c'est Rammstein. Maître Gims, c'est Rammstein. Après, on avait nos autres partages. On partageait les albums en cassette. On était toujours en train de dire, tiens, écoute ça, c'est bien. On le fait un peu maintenant, mais moins, parce que justement, il y a tellement de morceaux, tellement de groupes. Est-ce que ça se fait pas un peu via les réseaux sociaux, Facebook, etc. encore ? Ouais. Mais à l'époque, avoir un album que tu partageais avec beaucoup d'autres, c'était plus lent, enfin, ça avait plus de temps, mais... C'est un peu source de fierté aussi. Ouais. Bon, en même temps, on les payait cher les disques. Hein. Bah oui. Mais il y avait des belles pochettes c'est par des graphistes sûrement. Maintenant, il n'y a plus de pochettes, maintenant il n'y a plus. Enfin, il y a beaucoup moins, je trouvais. Enfin, c'est un autre débat, ça. Alors, en ce moment, il y a pas mal de groupes de la première heure qui sont en train de raccrocher les gants. Motley Crue, c'est fini, dernière tournée. Oh merde. Tournée d'adieu de Black Sabbath, là, cette année, 2016. Après, ils vont arrêter, ça fait 7e tournée d'éclair. Les Charles Aznavour de métal. Au Motorhead, on sait tout ce qui s'est passé, voilà, c'est terminé. Aerosmith en a parlé, bon, même si ça a l'air un peu plus flou et pas nécessairement la Scorpion pour les médias, voilà, ça a l'air d'être un peu la Scorpion. Mais bon, on voit quand même tout le monde, voilà, tous les piliers du métal qui ont participé à créer ou à structurer le métal, voilà, il y en a qui commencent à raccrocher les gants les uns après les autres. Vous le sentez comment ? Est-ce que, à votre avis, vous qui avez connu un petit peu cette montée en puissance de ces groupes-là, est-ce qu'il y a des groupes derrière qui sont là pour assurer le relais, qui vont pouvoir monter aussi haut dans l'esprit des groupes, dans l'esprit des gens, etc. Ah, il y a un nouveau truc, ça s'appelle ACDC Rosis, t'as vu ? Ça c'est tout neuf, ça vient de sortir. Ils fusionnent maintenant. C'est l'avenir, ça. C'est les vieux, ils se mettent entre eux. Moi, je pense pas. Je pense que c'est mort. Entre parenthèses, ces grands groupes étaient déjà presque grands quand ils sont arrivés, quoi. Et on a tous été derrière eux, quoi. Tous les groupes ont suivi ces grands groupes-là. Et maintenant, je vois plus de groupes à part ces vieux groupes qui vont pouvoir remplir un Stade de France, quoi. Et je pense que maintenant, d'ailleurs, on voit bien à Paris, les groupes font des salles plus petites qu'avant.
Il y a moins en moins de Zénith, moins en moins de Bercy, enfin de Accor Arena. Pour des entrées plus chères aussi. Ouais, plus cher, mais je pense que on n'aura plus ces grands groupes-là. Et je pense qu'on va avoir du mal à avoir ces grandes messes de métal. Des grands groupes qui vont profiter. Ouais. Après, est-ce que nous, on est capable en France de faire comme le Wacken, de remplir des stades alors sans avoir d'affiches? Le Hellfest commence à le faire, mais on n'a pas la même mentalité. Et je pense qu'on aura du mal à retrouver des grands groupes comme ça. Ouais, c'est vrai, mais il y a quand même les grands groupes des années 90 qui deviennent les têtes d'affiche. Machine Head, je dirais Slipknot, je dirais encore Korn. Je veux dire, eux, ça devient les papes, la deuxième génération, le grand groupe. Alors, ils ont nettement moins vendu, ils sont nettement moins connus par le grand public, mais ils mettent peut-être moins les gens d'accord aussi. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'à CDC, il y a des gens qui n'aiment pas CDC parce qu'il y a toujours quelqu'un pour pas être d'accord, mais bon, à CDC, ça fait partie des groupes qui mettent tout le monde d'accord, quasiment. Mais quand ils sont venus en France la première fois, il n'y avait pas grand monde quand même. Ils n'ont pas commencé par des gros stades. Ah ouais, moi je sais pas, je l'ai pas là. T'étais pas né. Ils ont fait aussi un Bercy pendant la sortie de Twitch à 300 personnes. Ah, tu vois, merci. C'est intéressant ça, moi. Les Judas Priest, quand ils sont arrivés, il n'y a pas grand monde, tu vois. Ouais, mais bon. Ah, tu la ramènes moins, là. ouais, je sais pas, moi. Ok, d'accord. Enfin, aujourd'hui, les gens vont voir, le public de métalleux va voir des concerts parce qu'il a envie de passer une bonne soirée. On parlait des Assos, tout ça, Damage Done et les autres. Les places sont pas trop chères et puis on peut voir des très bons groupes. Et en semaine, voilà, c'est pour passer une bonne soirée. Je pense que tu peux aller à une soirée, voir 2-3 groupes. Et puis faire des découvertes, en fait, c'est peut-être plus facile aujourd'hui, c'est vrai. Donc voilà, parce qu'Aerosmith, tu vas aller voir Aerosmith, c'est 10 sacs la place. Tu vas voir Rammstein, c'est 90 balles. Tu vas voir Iron Maiden en concert tout seul, Iron Maiden, c'est 90 €, quoi. Ça fait cher. C'était 60 il y a 10 ans. Voilà, du coup, voilà, c'est bien, la mentalité va changer, ça devient une musique plus qui est écoutée par beaucoup de monde, mais un peu plus, je veux dire, moins consensuelle, je veux dire, moins. Du coup, comme on sait qu'on ne vendra pas 10 millions de disques, les métalleux, les musiciens se concentrent sur la musique. On va faire le truc qu'on aime et on n'a pas une. Je sais pas, je suis pas musicien, mais on n'a pas un producteur qui dit faut que ça sonne comme ça, il te faut une balade. Je veux dire, il y a 15 ans, il fallait une balade, il fallait un mid-tempo, il fallait une intro, il fallait une belle affiche, il fallait un joli clip. Aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Tu fais ce que tu veux et c'est ça qui est intéressant. Enfin, je trouve. Après, c'est aussi comme les disques, il y avait moins de disques, moins de groupes. Donc les rares disques on les écoutait, donc les rares groupes on allait les voir. Maintenant, tu as 100 groupes pour 10 groupes à l'époque. Donc forcément, ça draine moins de personnes, mais il y a plus de concerts. Voilà, et je pense que ça va être comme ça pendant longtemps. Hein. Alors, moi j'ai une dernière question, c'est on dit souvent que la France a un public qui est moins fidèle à ces groupes de métal français par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Scandinavie, même à l'Italie, à beaucoup de pays européens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous avez vu beaucoup de choses? Je pense notamment pour ceux qui habitent pas loin pas loin de la frontière. Est-ce que vous sentez que quand vous la traversez la frontière pour aller voir un concert à Luxembourg, en Allemagne, etc., est-ce que vous sentez vraiment aller voir un groupe allemand en Allemagne, ça bouge, ça déplace des montagnes dans le pays par rapport en France ou pas? Alors oui, si on compare déjà les deux, certaines cultures, on va dire en Allemagne, c'est vrai que les Allemands sont très pro-allemands. Donc en fait, le groupe allemand, déjà, on le voit, la majorité de sa tournée, de toute façon, sera en Allemagne, avec un gros support du public. Et même si on les fait jouer, ce même groupe-là, on les fait jouer de l'autre côté de la frontière, chez nous, il n'y aura pas du tout la même influence. Donc voilà, donc ça c'est vraiment déjà la même. Après, si on parle de France, quand on parle des débuts de la belle époque, on va dire, des groupes français qui chantaient en français, etc., il y avait un support, mais c'était très limité, quoi. Parce que pourquoi déjà il chante en français, on comprend ce qu'il dit, c'est ridicule. Il y en a certains qui le disaient. Déjà ça s'appelait pas, quoi. Voilà. La sonorité était différente, etc. Et donc du coup ça avait déjà du mal à avoir une accroche. Si on se place à aujourd'hui, on voit qu'il y a des groupes maintenant français comme Gojira, même Dagoba à son niveau, mais ils ont réussi à percer, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, mais c'est quand même limité, quoi. On n'a pas 50 groupes dans le tiroir en disant... Et puis est-ce qu'ils n'ont pas repris des codes, si on prend Dagoba, ils ont quand même pris quasiment tous les codes du gros métal US. Bien sûr. On n'est pas sur de la French Touch, quoi. Voilà. Gojira, c'est un peu à l'identique, sauf qu'ils ont intégré une notion de valeur.
Enfin, après, bon, moi je les ai connus aussi en direct. Ils ont des valeurs qui sont fortes. Et je pense que ça se transmet aussi. Il y a la musique voilà, qui est vraiment puissante, mais ils ont des valeurs. Ils se disent, voilà, moi je les ai connus, ils étaient comme ça. On en a parlé encore tout à l'heure. Le premier festival qu'on avait organisé, c'était Metal en Fusion. On avait invité donc Gojira, entre autres. Hein. Il y avait à l'époque, ils étaient vraiment tout petits comme ça. Hein. Ils sortaient leur premier CD, ils étaient fiers de me l'avoir envoyé. J'avais adoré. Je dis, bah, ok, moi je vous prends, super. Ils venaient de Bordeaux, c'était très loin. Et un mois avant, ils m'ont appelé en pleurs pour me dire, ouais, je suis désolé, on ne pourra pas venir. C'était un festival dans une salle de 1000 personnes avec Watcha et Enhancer. C'était la grande vague du moment. Et ils étaient en pleurs. Ils étaient vraiment désolés de m'annoncer qu'ils ne pouvaient pas venir. Quoi. Derrière, on a retrouvé d'autres groupes, mais voilà. Mais déjà, ces valeurs-là, bon, je dis, tiens, c'est pas mal. Et après, on les avait fait rejouer, enfin, on les avait refait jouer après. Et rien qu'en les voyant, en discutant avec eux, voilà, ils se sont battus bec et ongle pour faire leur musique. Il faut savoir quand même qu'ils ont bouffé des pâtes pendant des années, ils ont construit leur propre studio, etc. Ils se sont battus pour faire ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas eu un gars qui est venu derrière leur dire, voilà, vous devrez faire ça pour marcher. Bon, après, forcément, ils se sont fait guider peut-être. Mais ils ont des valeurs sur leur engagement, sur la musique, sur la nature, ça tout le monde le sait. Et donc toutes ces valeurs-là, ça porte. Et je pense que ça a vraiment élargi leur spectre. Et puis bon, ils ont été bien aidés pour bien se développer, quoi. Et ça, c'est une fierté. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, ça porte vraiment le métal français, quoi. Après, nous, on a connu les années 80, donc le métal français. Carrément. Avec H-Bomb, comme tu disais. Le loup errant, quoi. C'est de belles paroles, ça, le loup errant. Le coup de métal. Coup de métal, allez, coup de métal. Les sortilèges. Et H-Bomb. Il y avait une belle scène française. Sur Paris, des concerts réguliers. Il y a eu un essai de festival entièrement groupe français. Hein. Ouais. Paris-France, Et l'autre fois, t'as vu tous les vieux, ils ont joué à Vouziers. Ouais, ils sont venus. Tous les vieux pépés, dis donc, ça rigolait pas. Je crois qu'il y a le mec qui est dans la salle, là, qui fait Vouziers. Là. Et Océan, donc, il n'y a pas de chanteur, il y a un chanteur. Après, les chanteurs français comprenaient les paroles, ils n'étaient pas si niaises que ça par rapport à certains groupes anglais, hein. Notre écrou, bref. C'est pour toi ça. Mais après, c'est une modalité. Je pense que l'Allemagne et les pays sont plus rock en général que la France, peu importe, quoi. Mais je pense que les Français supportent leur. En ce moment, ça marche bien pour Dagoba, pour Gojira, Massisteria. Pour Massisteria aussi, qui est peut-être justement un peu l'exception. Ça tourne bien en France. C'est pareil, combien de temps ils ont tourné Massisteria? C'est 20 ans qu'ils tournent. Ça fait que 5-6 ans qu'ils récoltent les lauriers, et encore, pas sûr qu'ils en bouffent. Hein. Non, pas tous. Pas tous, hein, je suis pas sûr. Hein. Certains doivent être aussi musiciens de studio ou alors professeurs de musique. Hein. Ok, bon, on arrive doucement à la fin de cette table ronde. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Mas? Moi, j'aurais une dernière question. Rendez-lui sa cassette de Skid Row, s'il vous plaît. C'est la cassette de Skid Row. Alors, quand vous regardez un petit peu toutes les initiatives qui se lancent un peu en France, parce que ça bouge quand même, il y a énormément de concerts, il y a énormément de festivals qui se lancent, qui fonctionnent bien. Je pense qu'il y a des productions, enfin il y a des choses vraiment de qualité. Il y a le Hellfest, la grosse machine de guerre, mais je pense au Motocultor Fest qui est un peu en difficulté, mais qui offre quand même quelque chose de taille plus réduite, de qualité, etc. Tout ça, c'est assez récent, ça a moins de 10 ans, quasiment. Bon, ça vous inspire quoi? Tout ce remous là qui est en train d'arriver. Moi, ce qui m'inspire, c'est que à leur époque, j'avais fait père et mère pour avoir un festival comme le Hellfest, même rien que d'avoir un concert. Et je trouve que maintenant, on devient difficile. Alors on fait le choix, on choisit. Oh non, je fais le Hellfest, je fais pas le motoculteur. Alors le métalleux sans bourgeoise. Eh oui, c'est exactement. C'est ce que j'ai entendu. Mais si j'avais tout à l'heure. une affiche comme ça, alors on a eu sur Paris, on a eu les Monster of Rock, donc qui ramenaient c'était plus dans les années 90, dans les années 80, mais on a arrêté père et mère. Et puis j'avais fait 40 km, j'ai fait des kilomètres dans le bagnole pour aller voir des festivals, pour aller voir Vulcain, Attentat Rock, avec un chanteur anglais, soirée. Bref. Donc maintenant je crois qu'on est on est victime de l'offre. Il y a tellement d'offres que maintenant on fait la chose qu'on n'avait pas fait avant. T'as qu'à écouter Booba. Duc. Ok, très bien. Marcus, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'en tout cas, il n'y a que des passionnés, il y aura toujours des passionnés, et que chaque époque, c'est gros, quoi, tu vois. Mais il y aura toujours du métal, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, tu vois. C'est vrai que ça, oui, on voit que tous les événements, celui-ci et beaucoup d'autres sont toujours menés par des passionnés, par des gars qui sont en France, qui sont partout, tout à fait. Je crois que c'est la seule musique, le seul genre musical qui est comme ça, quoi. Il y a toujours une grande famille et qui a une histoire.
Certains ont pas d'histoire, hein. On a eu. C'est beau, hein. C'est beau. On va rester là-dessus. C'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, Il y a une merci. chanson de la Sister Act, sur Danny Boy, c'est plus que du métal, Ouais. et qui est fantastique. Il faut Qui est très l'écouter, bien, ça ouais. résume Ouais. tout. Et d'ailleurs, tout l'album résume, c'est de l'amour du métal. C'est pas une matière noire, mais résume bien tout l'amour qu'on peut porter à un genre musical qui va au-delà de la simple musique, voilà. Oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, on l'avait diffusé dans Killer on Blues, parce que, effectivement, c'est très vrai. Messieurs, merci beaucoup de participer à cette table ronde. Donc bon, merci aux membres de Killer on the Loose, que vous pouvez retrouver dès lundi soir de 20h à 23h sur killerfrance.com. Et ensuite, je voulais faire la promo de Damage Done Productions, puisqu'il y a des choses dans les tuyaux. Il y a le warm-up du Hellfest qui est organisé par Damage Done. Le 7 mai au Trinitaire, donc on a la salle, donc ça va être une belle soirée, bien organisée, bien animée. Hein, Et il comme paraît vous qu'il y aura des connaissez dames bien. très court vêtues, on m'a dit. Oui, voilà. DJ set Très peu metal, ou trop, après, exposant, on peut en discuter. plein de choses, ouais. Voilà, ouais, une grosse animation. Le 21 juin, toujours pareil, fête de la musique à Thionville, où là on a toujours un groupe professionnel sur une belle scène. Et comme je l'ai dit, les 5 ans de la sauce, sur la deuxième partie de l'année, parce qu'au départ on parlait d'une date, mais je pense que la deuxième partie de l'année sera vraiment très belle. Donc là ça va être vraiment de très beaux shows, et je sais qu'on a ici de la région, il y en a déjà beaucoup qui se déplacent, donc ça me fait bien plaisir. On a vraiment besoin du support, et comme on le dit toujours, c'est que nous dans notre assos on est tous bénévoles, on est une vingtaine maintenant. Enfin, moi j'avais commencé en fait il y a 13 ans dans le milieu, et on a toujours été 2 ou 3 à chaque fois à nous batailler dans l'équipe, hein, vraiment une équipe de 3, et c'était déjà royal. Et là en fait depuis 5 ans avec cette assos là, il y a une vingtaine, et dont ils ont tous la moitié de mon âge, quoi. Je suis vraiment le doyen, j'ai 42 balais, et ils ont tous entre 20 et 25 ans, ils ont tous envie, et ça c'est vraiment génial. Très bien. La chronique de lundi soir, c'est la livrée porte justement en immersion à l'intérieur du pit. Pas du bar surtout. Nous serons comme vous l'avez dit, lundi soir. Ok, donc lundi soir, 20h30, la feuille du créateur de Killer on the Loose. Marcus, merci à toi. Merci. Donc Marcus, Fernando Rock Show, Yes, exactement. sur YouTube, sur Plein d'interviews. Internet. Ouais. Et donc à ce côté, le carré presse du Hellfest 2016 ou pas? Moi, je serai au Hellfest 2016. Tu seras avec moi? Ouais, moi je serai là. Oh putain, tu vas venir. Et le prochain, Black J'ai pas lancé Rain, le Chapelier, du lourd quand même. La crème, ouais, qui a sorti un album. Ils sont nuls. Manger les pâtes. Chapelier, oui. C'est blues, ça. C'est un peu chiant, mais c'est du blues. Comme disait Johnny, Et donc le Fernando Rock Show, donc c'est des interviews sur le groupe, c'est aussi une émission en plateau. Ouais. Et donc sur YouTube et Fernando Rock Show. Ok, très bien. Merci à tous. Et puis le Delirium Clémence Festival, c'est dans la salle, dans le bâtiment d'à côté. Et ça démarre, c'est maintenant.